Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro d'Afro Business consacré à la poursuite de la mise en œuvre des stratégies visant l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine dans la sous-région Afrique centrale qui malheureusement traîne encore le pas dans l'effectivité. Les questions de l'emploi, de l'inclusivité, de l'inclusion des femmes, des jeunes et du secteur privé sont au centre de l'atelier de Douala au Cameroun. Nous en parlons en seconde partie avec notre invité Jean-Luc Mastaki. Il est le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la CEA. Mais tout d'abord, ce sujet sur l'optimisation du potentiel de la ZLECAf en Afrique centrale via la promotion de l'inclusivité et l'égalité des genres dans les chaînes de valeur régionales. On regarde. Non pas qu'un slogan, la zone de libre-échange continentale africaine est vue comme une opportunité pour le développement socio-économique du continent. En Afrique centrale, par exemple, on assistera à une réduction de la pauvreté sur 9,3 millions de personnes. La zone devrait, selon la Banque mondiale, accroître les opportunités d'emploi et les salaires pour les travailleurs non qualifiés et contribuer à combler le fossé salarial entre les hommes et les femmes. Ce qui passe par la stimulation des gains salariaux pour les femmes, 10,5% contre 9,9% pour les hommes, selon les chiffres publiés par l'institution en 2020. Les résultats du rapport ARIA 11 montrent que d'énormes progrès ont jusqu'ici été réalisés en matière d'inclusivité et d'égalité des genres, quoique beaucoup reste à faire. Des termes qui sont également un pan sur lequel martèlent les experts, notamment la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il est nécessaire de mettre en place des initiatives et interventions de soutien aux jeunes, aux femmes et aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux commerçants, notamment transfrontaliers. La CEA indique également que le secteur des services est un moteur important de la croissance économique en Afrique. Sa participation au processus de développement national est en nette croissance. Il contribue à l'équité socio-économique en fournissant des emplois aux groupes vulnérables de femmes et de jeunes. Il a été demandé au secrétariat de la ZLECAf d'élaborer un protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce à intégrer à l'accord. Le document devrait aider à la promotion des intérêts de ces couches plus ou moins vulnérables et pas toujours prises en compte. En Afrique centrale, la CEA soutient les États membres de la CEAC en promouvant le développement économique et social de la sous-région, en favorisant l'intégration intra-régionale et en encourageant la coopération internationale pour le développement du continent. Le bureau fournit également une assistance technique pour l'opérationnalisation de l'agenda de la ZLECAf et la promotion de l'agenda 2030 pour les ODA, ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et aujourd'hui, les concertations et collaborations avec les organismes sous-régionaux se multiplient afin de soutenir les politiques mises en place par les différents États. Retrouvons à présent Jean-Luc Mastaki qui nous entretient sur les enjeux de l'intégration régionale et l'industrialisation en Afrique centrale. A tout de suite. Bonjour Jean-Luc Mastaki et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour, un plaisir. Alors nous parlons des enjeux de l'intégration régionale, on parle également de l'industrialisation en Afrique centrale et nous sommes à Douala dans le cadre de l'optimisation du potentiel de la ZLECAf. On parle également de la promotion de l'exclusivité et l'égalité de genre dans les chaînes de valeur régionales. Alors quel impact au sein de la zone de libre-échange continentale africaine? Nous sommes à Douala pendant toute cette semaine. L'objectif de cette semaine que nous appelons, nous, à la CEA, à la semaine ZLECAf, a été de circonscrire une série d'activités dans une période de temps qui nous permettent d'amener un certain nombre d'acteurs, de grands acteurs ici, pour qu'on puisse faire le point pour la ZLECAf, où est-ce que nous en sommes. Il va falloir rappeler que la région Afrique est engagée maintenant dans le commerce guidé. Et le Cameroun a été des 8 pays qui ont été choisis pour conduire cette phase pilote, à laquelle vient de se joindre le Nigeria la semaine passée. Et donc, le train est en marche. Petit à petit, la mise en œuvre de la ZLECAf, après l'élaboration des différentes stratégies au niveau national et sous-régional, est en train de se mettre en œuvre. C'était pour nous l'occasion de venir marteler à Douala la nécessité de garder l'œil ouvert sur l'inclusivité. C'est rassurer que les catégories vulnérables et marginalisées souvent ne sont pas oubliées dans la mise en œuvre de cet outil. Parce que les attentes sont énormes.
2 ou 3 attentes. On attend que la ZLECAf vienne démanteler les barrières tarifaires et non tarifaires qui nous ont longtemps empêchés de commercer entre nous. Ce qui fait qu'une sous-région comme l'Afrique centrale ici commerce à moins de 2% de son commerce total en son sein. C'est-à-dire que nous commerçons davantage avec ce que nous appelons nos partenaires traditionnels qui se sont spécialisés dans l'importation de nos matières premières et entre nous, nous n'échangeons pratiquement pas grand-chose. Il s'agit donc pour la ZLECAf nous aidera à avancer sur ce chantier-là. Ce chantier est aussi important parce qu'il permet de porter les questions d'industrialisation. Alors que les partenaires commerciaux traditionnels sont intéressés par les matières premières brutes souvent, sans valeur ajoutée, le commerce intra-régional est intéressé par les produits à valeur ajoutée, généralement les produits alimentaires, et qui nous permettent donc de nous industrialiser, de créer les emplois massifs pour cette jeunesse. Seule l'industrialisation peut créer massivement des emplois et des emplois décents. Troisième attente, c'est les chiffres sont clairs à travers les études que nous avons conduites à la CEA et d'autres grands acteurs. La mise en œuvre effective de la ZLECAf permettra d'étirer plus de 30 millions d'habitants du piège de la pauvreté sévère et extrême. Et donc, on ne peut pas rater cette opportunité-là. Et si il faut tirer une grande partie de la population de cette pauvreté-là, nous voulons que le plus impacté par la pauvreté. La pauvreté dans la sous-région a une figure féminine. Il faut que les femmes soient impactées. Nous avons une population massivement jeune qui est aussi concernée massivement par la pauvreté. Il faut que ceci soit aussi dans le train. Au-delà de cela, c'est des populations vulnérables, généralement la personne vivant avec handicap et d'autres qui sont présentes sur nos frontières. Il faut que la ZLECAf puisse avoir des arrangements particuliers et avoir une attention particulière aux besoins et aux contraintes propres à ces catégories-là. C'est pour cela qu'on s'est rencontrés ici. Et on a discuté pendant les premiers jours d'une question très très importante, celle des règles d'origine. Règles d'origine, c'est la nationalité économique des produits. Nous allons échanger entre nous, nous allons échanger entre sous-régions, mais pour être éligible aux avantages de la ZLECAf, il faut prouver que le produit est d'origine de la sous-région, d'origine africaine. C'est des notions très complexes et compliquées. Ça a été une opportunité de les expliquer en des langages simples aux acteurs économiques, aux petites et moyennes entreprises et surtout à l'entrepreneur femme qui est l'actrice majeure du commerce transfrontalier dans la sous-région. C'est donc l'enjeu de cette semaine et nous continuons encore à réfléchir avec d'autres acteurs comment faire en sorte que nous puissions accompagner la sous-région à développer sa capacité productive. Le marché peut être intégré, le marché peut être mieux structuré, mais si nos capacités productives restent non compétitives, ne permettent pas d'aller à l'échelle supérieure, nous n'allons pas tirer profit de ces marchés. Il s'agit donc d'agir, comme disent les économistes, à la fois du côté de la demande, mais aussi du côté de l'offre pour permettre au pays et à nos PME. Les statistiques récentes du Cameroun établissent que 95% d'entreprises au Cameroun sont des PME et de très petites entreprises. Il s'agit de les outiller, de voir comment le public et le privé peuvent se mettre ensemble pour créer l'écosystème nécessaire qui permette à ces entreprises de produire et de produire de façon compétitive. Monsieur Mastaki, vous l'avez dit, les échanges se situent à 1,57% au niveau de la sous-région. Ces pays restent très en retard par rapport à leurs pairs, par exemple, de l'Afrique de l'Est. Comment comprendre ce phénomène? Pas seulement par rapport à l'Afrique de l'Est, par rapport à la moyenne africaine en général. Nous sommes en train de parler ici de moins de 2%. Vous avez été très précise, 1,57%. Alors que la moyenne africaine est autour de 15%. Nous parlons des sous-régions africaines, on ne va pas encore en Europe, en Amérique latine, où les gens sont au-delà de 50%. Certains à 68%, l'Union européenne. Et donc, nous sommes vraiment en retard. Et notre retard est dû au fait que nous nous sommes spécialisés dans l'approvisionnement des chaînes de valeur globale en matières premières. Nous sommes sur le bois non transformé, nous sommes sur le cuivre et le cobalt en RDC, nous sommes sur le pétrole pour 6 pays. C'est des produits qui ne sont pas transformés ici et qui sont destinés aux économies industrialisées, qui leur donnent la valeur ajoutée et nous reviennent ici à des prix beaucoup plus élevés. Première contrainte. Deuxième contrainte, nous n'avons pas une industrie alimentaire. Vous voyez, tous les pays de la sous-région ont élaboré des stratégies, parlent aujourd'hui de l'import-substitution. Parce que l'importation des biens des crus, des produits des grands crus, qui sont des biens de consommation alimentaire, ainsi de suite, grèvent déjà nos balances de paiement de façon énorme. Alors que c'est des produits agricoles transformés, nous pouvons les produire, nous avons le potentiel. Il nous faut, tant qu'on n'a pas changé de paradigme de développement et quitter le piège des matières premières pour donner la valeur ajoutée à nos produits,
nous n'allons pas échanger entre nous. Évidemment, d'autres contraintes sont connues. Les contraintes liées aux infrastructures physiques. Pour déplacer un produit de Douala à Bangui, on connaît les écueils, les qualités infrastructures que nous avons. Pendant toutes les discussions, vous avez entendu parler des tracasseries, des barrières dans les corridors. Toutes ces questions-là doivent être embrassées avec la même énergie et au même moment pour pouvoir aider nos entreprises à avancer. Et encore une fois, je vais dire, ce n'est pas l'État à 100% lui seul qui doit résoudre ces problèmes. Il y a un rôle pour l'État, c'est lui qui crée les infrastructures à externalité, qui améliore la gouvernance des corridors, qui fait en sorte que les tracasseries soient maîtrisées. Mais il existe un secteur privé qui doit investir, qui doit commercer, qui doit innover. Et donc, à chacun son rôle. C'est une approche de coalition publique et privée qui vous fera avancer. Il y a encore beaucoup de difficultés sur le terrain et pourtant la Banque mondiale estime qu'avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, on aura une croissance des opportunités et la réduction du gap salarial entre les hommes et les femmes. Malheureusement, sur le terrain, les disparités restent perceptibles. Tant que, il y a un certain nombre de pesanteurs qui continuent à contraindre la femme à certains niveaux d'emploi dans certains secteurs qui sont souvent les moins productifs et donc les moins rémunérateurs, nous allons continuer à avoir cette situation-là. Les défis restent non seulement au niveau de la formation, le développement des compétences en sciences, technologies, ingénierie pour la femme, lui permettre de jouer un rôle important dans l'industrialisation. Deuxièmement, c'est des questions liées à l'investissement de la femme dans des secteurs traditionnels où elle n'a pas l'habitude d'aller. Il faut l'encourager et l'accompagner. Et cet accompagnement est souvent financier aussi. Parce que les contraintes d'accès au crédit et tout ça ne permettent pas à la femme d'aller à ce niveau-là où l'homme joue et peut gagner suffisamment en termes de rémunération par rapport à la femme. Et donc, il y a tout un tas d'actions qu'il faut prendre pour autonomiser la femme et l'autonomisation, non seulement en termes de développement de ses capacités et compétences, techniques, managériales et ainsi de suite, mais aussi lui permettre d'avoir accès à des facilités, à des moyens de production. Ça pourra être le crédit, on en a parlé, les secteurs financiers. C'est aussi les facteurs de production classiques. L'accès à la terre, par exemple. On ne peut pas devenir un producteur agricole si on n'a pas l'accès au foncier. Il faut donc faire sauter tous ces verrous-là pour permettre à la femme de jouer son rôle. Après cela, renforcer les réseautages et les mentorats. Il faut que les femmes, les jeunes apprennent des autres en mode réseau, mentorat et coaching pour qu'on avance. La question de l'ambition, la question des associations qui accompagnent est cruciale. Et celles qui ont réussi montrent que il n'y a pas de la magie ni de la sorcellerie, d'autres peuvent y arriver. Il y a deux remarques que j'ai eu à faire. On a beaucoup d'associations de femmes sur le continent africain, notamment en Afrique centrale, on dénombre près d'une centaine. Est-ce que ce n'est pas là un problème majeur à la force même économique que pourraient avoir les femmes? Et la deuxième chose, on a l'impression que les investisseurs ne s'engagent pas beaucoup dans les initiatives à 100% femmes. Quel est le problème? Premièrement, la multitude des associations des femmes ne peut pas être un problème si elles sont coordonnées. Parce que les associations sont souvent sectorielles. Vous allez trouver les associations des femmes vendeuses de je ne sais pas quoi, les associations des femmes transformatrices, on en a entendu parler ici, qui sont différentes des associations des femmes commerçantes. Et donc, lorsque les associations sont spécialisées par secteur, c'est la coordination globale qui pose problème. Et donc, la multitude ne peut pas être un problème. C'est la coordination de toutes ces associations-là pour qu'elles aient une voix audible et claire. Parce que l'objectif, c'est que, comme quelqu'un l'a si bien souligné, qu'elles participent aux négociations de la ZLECAf, qu'elles soient écoutées, entendues par les sphères de décision. Et la coordination peut se faire au niveau local, national, sous-régional et régional. La CEAC joue déjà son rôle là-dessus, en essayant d'accréditer certaines associations et encourager que ces associations soient fédérées. Le mot est sorti, la restructuration ou la structuration des associations. Il faut les structurer pour qu'en fait, les messages partent du bas vers le haut et atteignent les sphères de décision. Et donc, la multitude, pour moi, n'est pas un problème si elles sont coordonnées en termes de plateformes qui sont spécialisées et peuvent jouer des rôles différents sur différents échiquiers. Pour la question des investisseurs, comme j'ai dit, l'investisseur, il vient chercher son profit.
Il faut que la femme soit en mode placée sur des secteurs rentables et qui peuvent attirer les investisseurs. Il faut qu'elle soit formée. Il faut que son entreprise montre une résilience. Le taux de natalité et de mortalité des entreprises des femmes est de plus élevé. Il faut donc, pour attirer un investisseur, il faut de l'expérience et de la solidité dans le temps. C'est toutes ces choses-là qui demandent que l'entrepreneuriat féminin soit accompagné, soit formé, protégé, qu'on lui donne les incitations nécessaires, qu'on lui donne les plateformes nécessaires, les écosystèmes nécessaires pour qu'il soit florissant et qu'il puisse attirer d'autres partenariats. Mais le partenariat n'est pas seulement Nord-Sud. On ne peut pas dire que le partenariat, c'est lorsque seulement on s'allie avec les Américains, les Chinois. Les partenariats intra-régionaux existent. Nous voulons encourager les investisseurs féminins à jouer un rôle dans les chaînes de valeur régionales. Où on saura que une entrepreneur du Cameroun approvisionne une autre au Gabon qui donne la valeur ajoutée, ainsi de suite. On se partage les tâches, de telle sorte que chacun a un rôle beaucoup plus précis dans la chaîne de valeur et on peut produire ensemble. C'est de cette façon-là qu'on construira le Made in Central Africa, de façon compétitive, parce qu'un seul acteur ne peut pas tout faire. Les avantages comparatifs sont spécifiés et on peut y arriver si on fait les choses ensemble. Alors Jean-Luc, où en est-on avec le régime commercial simplifié? On parlait de la barrière de l'éducation également. Ce régime, prenant en compte les PME, le secteur informel, les femmes et les enfants sous-éduqués, où en sommes-nous aujourd'hui? Ce système entre dans le cadre de la facilitation du commerce. Nous savons que si vous allez dans la zone des 3 frontières dont on parlait ici, des milliers d'acteurs qui traversent la frontière, c'est de très petites entreprises. Et souvent, elles ne peuvent pas attendre longtemps à la frontière avec des produits périssables. Souvent, elles n'ont pas de volume requis pour pouvoir faire face à certains impôts libératoires et tout ça. Il s'agit de définir un modèle simplifié pour eux. Ou peut-être à travers un jeton, quelqu'un pourra traverser la frontière au lieu de chercher à avoir des documents assez sophistiqués parce qu'il n'a pas les moyens de les faire. Avec des petits capitals, il faudrait qu'il y ait des moyens qui leur permettent de traverser la frontière. Des expériences existent au COMESA, au marché commun de l'Afrique australe et orientale. Le COMESA a un régime de commerce simplifié. Il s'agit d'aider nos pays de l'Afrique centrale à apprendre à partir des autres. Il y a eu une présentation cet après-midi sur les progrès dans la zone de East African Community, où on montre que ce régime-là produit du résultat. Il permet à beaucoup d'entrepreneurs de traverser les frontières, d'aller vendre. Et le commerce a aussi cet aspect-là dont on ne parle pas souvent, l'apprentissage et le transfert de technologies et de savoir. En leur permettant d'aller se frotter à d'autres, on revient souvent transformé avec de nouvelles technologies et on avance. Et donc le régime simplifié, nous encourageons la CEAC et d'autres acteurs à pouvoir définir ces régimes-là pour permettre à nos PME de pouvoir avoir accès à des marchés transfrontaliers, mais aussi traverser aisément la frontière. Mais ces régimes-là, au-delà du jeton pour traverser la frontière, c'est la gestion des questions des mécanismes de paiement qui entrent dedans. Pour que, vous avez suivi, les recouvrements de créances pour des Camerounais qui vont vendre au Gabon souvent pose problème, étant donné que, souvent les transferts de fonds, la bancarisation des acteurs pose problème. Il va falloir adresser toutes ces questions-là. Il y a une autre question intéressante sur laquelle nous avons travaillé, c'est la question du roaming, par exemple. Permettre à ce que lorsque les petits commerçants traversent au Gabon, ils peuvent appeler avec leur téléphone au même coût comme s'ils étaient au Cameroun. Ça permet finalement les échanges d'informations entre acteurs soient fluidifiés. Oui. Les produits sont souvent périssables. Vous avez suivi les cas des légumes qui ont été séchés au soleil à cause des attentes au niveau des douanes. Il s'agit d'améliorer aussi la fluidité au niveau des procédures douanières. Dans beaucoup de pays en Afrique australe, en Afrique de l'Est, c'est ce qu'ils appellent les one border posts, c'est-à-dire des douanes conjointes, où au lieu d'aller faire les procédures à 2 endroits différents, c'est fait en une seule fois et on traverse. Ça réduit le temps que les gens passent à faire des procédures sur les douanes et ça permet à ce que les plantains, les légumes qui sortent du Cameroun pour aller au Gabon ou en Guinée équatoriale puissent y arriver frais et permettre aux acteurs de pouvoir bénéficier d'un prix rémunérateur intéressant par rapport à amener des produits qui ont produit leur fraîcheur. Alors, vous, au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, avez noté dans une récente sortie que les communautés économiques régionales ont aujourd'hui fait des efforts et des progrès louables dans la mise en place, en œuvre de leur programme d'intégration régionale. Malheureusement, beaucoup d'efforts collectifs et supplémentaires sont nécessaires de la part de toutes les parties prenantes. Vous avez insisté sur le terme « toutes les parties prenantes ».
Toutes les parties prenantes, parce que ce soit en Afrique centrale ici, que ce soit la CEAC, la CEMAC, aujourd'hui on parle de la CEAC des peuples. Parce qu'on ne veut pas que la question d'intégration régionale demeure une question dont on parle au sommet de notre pyramide. Nous voulons une intégration régionale dont on parle, qui est portée par la base, une intégration régionale populaire. Et donc, tout le monde a un rôle à jouer. Les États, parfois, signent des traités, ils l'ont fait. La ZLECAf a été signée par tous les États de l'Afrique centrale. D'ailleurs, l'Afrique centrale a été la première sous-région où tous les États ont ratifié le protocole de la ZLECAf. Et ils ont déposé les instruments de façon classique, tous nos États. Aujourd'hui, il s'agit de traduire cette volonté politique au sommet en des actes de tous les jours à la base. On aura signé la ZLECAf, mais si dans la zone des 3 frontières, il reste des rigidités au niveau des agents de douane, on a une réunion avec eux ici sur les règles d'origine. S'il reste des rigidités au niveau de la police, si toutes ces personnes ne comprennent pas encore ce que ça signifie, nous n'allons pas avancer. Il faut donc que toutes les parties prenantes jouent leur partition. Et lorsqu'on parle de toutes les parties prenantes, on parle aussi du secteur privé. Il faut que nos acteurs, nos entrepreneurs soient disposés à chercher l'information nécessaire et aller explorer le marché de la sous-région. Nous sommes en train de parler de 23 millions au Cameroun, nous sommes au-delà de 150 millions ailleurs là-bas. Il faut donc rêver, nous avoir des hommes d'affaires qui rêvent aller saisir les opportunités qui sont là-bas, comprendre les besoins réels des villes de l'Afrique centrale aujourd'hui qui demandent des produits à valeur ajoutée. Chacun a sa partition à jouer. Évidemment, l'État reste au cœur du jeu. Il doit développer les infrastructures, il doit signer les traités, mais venir aussi les traduire en des lois, en des régulations au niveau national. Si on les signe à Addis Abeba et qu'ici, on ne vient pas assurer la domestication au niveau du Parlement camerounais, au niveau du Parlement de la Guinée équatoriale et de la Centrafrique, ça va rester lettre morte. Il faut que chacun joue sa partition et que l'intégration régionale soit une initiative de nous tous. Pour une sous-région à population majoritairement jeune, c'est une aubaine pour la jeunesse d'avoir la possibilité de se déplacer sur des grands espaces, de se déployer sur des grands espaces et de ne pas être contrainte par des frontières. Je crois qu'il n'y a rien de plus subliminal que ça. Il faut donc que tout le monde joue à sa partition et que les agendas soient connus et qu'on avance. On vous a de plus en plus vu dans le cadre des coopérations avec des organismes sous-régionaux comme la CEAC, comme la CEMAC par exemple. Alors aujourd'hui, quelle est la plus-value du travail serré avec ces différents organismes sous-régionaux? L'Union africaine a défini clairement la feuille de route. Il faut partir des blocs sous-régionaux pour aller à la construction du marché commun africain. Et donc, pour nous, il faut d'abord consolider les efforts au niveau sous-régional. Et consolider les efforts au niveau sous-régional, c'est travailler avec les communautés économiques régionales, comme on les appelle, la CEAC et la CEMAC. Renforcer leurs capacités et les accompagner dans la mise en œuvre de leur agenda intégrateur, parce qu'on y va de la base jusqu'au sommet. Et nous sommes un partenaire. La CEA a été un partenaire traditionnel de la CEAC et de la CEMAC. Et l'exercice dans lequel nous sommes embarqués très récemment, c'est de pouvoir réévaluer notre cadre de collaboration, pouvoir, étant donné les enjeux et les opportunités de l'heure, dont la ZLECAf et d'autres, comment est-ce qu'on pourra réajuster nos tirs et savoir que nous sommes en train d'avancer dans la droite ligne vers les agendas africains qui sont connus. Et pour nous, nous sommes très contents, c'est qu'au fil des décennies, nous avons cheminé avec ces deux organisations-là et les résultats sont là. Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique centrale a sa stratégie d'industrialisation que nous avons élaborée en collaboration avec la CEAC, la CEMAC, qui permet d'identifier les chaînes de valeur critiques pour la sous-région et les actions critiques, le chemin critique lui-même pour pouvoir avancer la ZLECAf. Nous sommes très contents pour ça. Et aussi, avec la ZLECAf, avec la CEAC, nous organisons beaucoup d'activités comme dans les 3 premiers jours de la semaine, des activités sur la formation sur les règles d'origine et d'autres, avec d'autres partenaires. Et donc, c'est seulement ensemble que nous pouvons faire lever certains verrous et certaines pesanteurs qui pèsent sur la sous-région. Nous y allons en coalition avec eux. Nous sommes heureux que ça donne du fruit. Très bien, merci à vous Jean-Luc Mastaki pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci beaucoup.
Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres sur ce programme. Vous pouvez également le revoir sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. À très vite.